Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre balado Gotchard. Cette semaine, on a des tonnes de nouvelles. On va notamment faire un petit retour sur le Salon de l'Auto de New York. Mais de mon côté, j'ai fait l'essai de l'Alfa Romeo Tonale dans cette division Veloce. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon essai du Genesis GV70, mais attention, en version électrifiée. Et, comme à mon habitude, je vais vous parler de certaines nouvelles plus sérieuses et moins sérieuses. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, bien entendu, on a des tonnes de nouvelles cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'actualité. Tu l'as dit, des choses sérieuses, des choses un peu moins sérieuses. Au moment d'enregistrer, le Salon de l'Auto de New York est en train de se terminer, mais il y a eu des choses qui ont été présentées là-bas. On va y revenir tantôt. Mais moi, je veux commencer par te parler d'un véhicule dont j'ai fait l'essai, l'Alfa Romeo Tonale Veloce. Bon, tu remarqueras l'accent italien. Ça fait une semaine que je me pratique. Mais non, mais sérieusement, tu l'as vu comme moi. On l'a vu quand on est allé changer de voiture. Le vert absolument magnifique qui était là. Ça, c'était la version PHEV parce qu'il existe une version hybride branchable. Moi, j'ai essayé la version à essence, qui est la version plus traditionnelle. La couleur à elle seule, d'ailleurs, méritait le détour. Là. Juste le vert, je l'ai même pas essayé, je suis même pas rentré à l'intérieur, mais juste le vert m'a fait dire « Wow, c'est quoi ce véhicule-là? » Mais bon, Ouais, c'est toujours personnel, ça, ce genre d'affaire-là. Mais en fait, on était tous les deux d'accord pour une rare fois que la couleur était frappante, mais très jolie. Fait que je pense que ça vaut la peine de le souligner. Mais effectivement, ça, c'était la version, je le répète, qui était à hybride branchable. Moi, j'ai essayé la version à essence. La Veloce, en fait, qui est un modèle un peu différent, qui est bien entendu assez traditionnel et qui, pour ceux qui le savent, c'est le proche cousin du Dodge Hornet. Hein? C'est la même plateforme. Les deux véhicules sont d'ailleurs assemblés exactement dans la même usine, sur la même chaîne de montage. C'est donc un véhicule qui est à peu près identique au Dodge Hornet, excusez, sauf en termes de style. Tu l'as vu, le style est très italien. Le design, la partie avant, la calandre, elle est très, très Alfa Romeo. Moi, j'adore ça. Tu sais que j'ai un faible pour tout ce qui est italien et non pas seulement pour les pâtes avant que tu fasses le commentaire. La pizza aussi, quand même. C'est ça, exactement. Et non, je vais laisser faire pour le reste, incluant les cocktails. Bref, parce que l'apérole, c'est un apérole. Donc, mais ceci étant dit, sans blague, c'est vraiment un véhicule que moi, je trouve extrêmement joli. On a bien réussi, mais c'est pas un gros véhicule. Hein? Il faut pas s'attendre. Oui, c'est un VUS compact. C'est un VUS qui a à peu près les mêmes dimensions qu'un Mazda CX-5, par exemple, en termes du moins extérieur, au niveau de la silhouette. À l'intérieur, c'est pas clair. Il y a beaucoup moins d'espace. Les sièges sont faits pour nous offrir un bon support, mais malheureusement, comme j'ai un peu élargi avec les années, peut-être que c'est un peu moins adapté pour moi. C'est pas inconfortable, là. Faut pas aller jusque-là, mais n'empêche que c'est peut-être un peu moins spacieux. Le dégagement est un peu plus bas, est un peu plus petit. Même chose au niveau des jambes, où la console centrale est assez large, donc ça limite pas mal l'espace. Même chose au niveau de l'espace de chargement. 500 litres, c'est pas mauvais, mais je te dirais qu'en termes de VUS compact, ça fait partie des petits véhicules. Mettons que c'est dans la moyenne, dans la basse moyenne, si on veut dire ça comme ça. Donc, on est dans quelque chose qui est pas très spacieux. Ceci étant dit, sous le capot, moteur 4 cylindres 2 litres, 268 chevaux, certaine puissance, même un petit peu de nerveux, je te dirais. La boîte de vitesse automatique 9 rapports, elle est correcte, elle répond bien en accélération, c'est en décélération, en rétrogradation on dirait qu'elle est un peu paresseuse. Ça devient un petit peu agressant et on a la sensation qu'on est mieux d'y aller presque manuellement au lieu de la laisser faire. Euh, Ce qui est cependant absolument fabuleux de ce véhicule-là, parce que tu le sais, un VUS, c'est un VUS, là, ça se conduit pas comme une voiture sport. Il y a des compromis à faire au niveau. Oui, c'est pour le confort, mais tu sais, c'est pas nécessairement le plaisir qui prime. Or, dans le cas de l'Alfa Romeo, on a pensé au plaisir. La direction, elle est ultra précise. Les suspensions sont rigides quand on la place en mode dynamique.
En mode éco, cependant, là, ça devient un peu plus confortable. Évidemment, ça devient aussi pas mal moins agressif et dynamique au niveau de la motorisation. Là, on est là pour l'économie de carburant, moins pour le plaisir de conduire. Dans l'ensemble, c'est donc un véhicule qui, contrairement à d'autres VUS, nous offre une conduite qui est plus amusante, qui est plus intéressante, mais qui n'est pas quand même là, une grande sportive. Là. On n'est pas dans la sportive italienne, bien entendu. 10 litres au 100, 10,1 en fait dans mon cas. C'est pas négligeable, mais c'est pas quand même ce qu'il y a de plus intéressant. On aurait pu probablement faire mieux du côté d'Alfa Romeo, mais c'est quand même, comme je dis, pas la pire des choses qu'on a vues dans un véhicule de cette taille-là. Côté hybride branchable, si jamais la chose vous intéresse, dites-vous que c'est possible d'avoir un véhicule qui vous offre jusqu'à 53 km d'autonomie une fois que vous l'avez branché. Le problème, en fait, c'est qu'il est assez dispendieux dans toutes les déclinaisons. Évidemment, la version essence l'est pas mal moins, mais quand même, c'est pas des véhicules qui sont donnés. Par exemple, on part de la version la moins dispendieuse est à 46 000 $, mais si vous désirez opter pour la version PHEV, la plus outillée, la plus équipée, on est à 61 000 $. Quand Pour même une un grosse VUS différence. compact. Il y a une grosse différence, puis pour un VUS compact, on est dans quelque chose d'assez élevé. Un dernier mot, parce que je ne m'étirerai pas sur l'Alfa Romeo Tonale trop longtemps pour rien. Juste te dire, parce que je sais que pour toi, c'est hyper important, c'est le système d'infodivertissement qui est vraiment pas... Moi, je pourrais dire, il est assez rapide, ça va, mais c'est l'affichage avec lequel j'ai un peu de misère. Une espèce d'écran horizontal, pas très grand, en tout cas pas assez grand à mon goût. Pour moi, c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, c'est pas désagréable, c'est juste pas aussi performant que d'autres véhicules et que les simples véhicules de Stellantis qui nous proposent le Uconnect, là, qui à mon avis est l'un des plus faciles sur le marché à utiliser et l'un des plus efficaces. On a un peu moins cette facilité-là du côté d'Alfa. Dans l'ensemble, c'est donc un véhicule que je recommanderais sans hésiter, même si on le sait du côté d'Alfa Romeo, on a des preuves à faire au niveau de la fiabilité. C'est pas nécessairement toujours le modèle de fiabilité le plus grand. En revanche, c'est un véhicule qui est amusant, qui est dynamique, qui est agréable, mais avec lequel on peut, bien sûr, jouer l'économie de carburant, mais à ce moment-là, on va perdre sa caractéristique et toute sa personnalité. Alors, j'aime la personnalité du véhicule italien. Je pense qu'on a fait un bon travail avec ce véhicule-là. Le problème, c'est le coût. Mais l'autre problème aussi, c'est la disponibilité, je dirais, parce que tu feras une petite recherche sur le nombre de concessionnaires Alfa Romeo qui existent au Québec. Tu vas voir que c'est assez limité. Donc, évidemment, c'est moins tentant de se tourner vers ça, mais le véhicule, lui, vaut la peine définitivement. Toi, de ton côté, tu es allé plus dans quelque chose, disons, quelque chose qui est très populaire, pas populaire, mais quelque chose qui a gagné plein de prix, notamment un titre de véhicule de l'année et un véhicule électrique, mais je pense que tu as tes réticences. Ben oui, puis t'as raison aussi quand on regarde, là, il semble être apprécié par beaucoup de gens, entre autres quand on regarde les différents journalistes automobiles. Le Guide de l'auto, il a donné son prix de meilleur VUS compact de luxe. Donc, je te parle du Genesis GV70 et, comme je le disais, version électrifiée. Pourquoi électrifiée? Ben, c'est toi qui me l'as appris, mais c'est quand même intéressant de le savoir. C'est que à la base, c'est un véhicule à essence et donc on ne fait pas un véhicule électrique, mais on électrifie un véhicule à essence. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle électrifié. Par contre, c'est un véhicule 100% électrique, donc avec un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, deux moteurs pareil, là, 215 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Ça donne quelque chose comme 429 chevaux pour 380 km d'autonomie. Donc, ça aussi, c'est important quand on parle de véhicules électriques. Batterie de 77,4 kWh. D'habitude, je le dis pas, mais là, ça va être pertinent plus tard. Donc, ça nous donne 380 km d'autonomie, ce qui est,
très potable, là, on va se le dire, pour un véhicule. C'est sûr que c'est pas les véhicules à ultra haute autonomie. C'est sûr que là, je vais comparer aussi avec Hyundai pas mal parce que c'est la même compagnie quand on y pense, hein, Genesis et Hyundai, c'est la même. Pas ici au Canada, c'est plus compliqué que ça, mais au bout du compte, hein, c'est un peu en Corée, c'est un peu toute la même compagnie. Et aussi ton amour pour Hyundai, pour les véhicules électriques Hyundai, entre autres les Ioniq 5 et Ioniq 6. Oui, c'est sûr d'un certain côté, mais la comparaison est très facile quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon similaire aussi là, entre les véhicules des deux marques. Et quand on le regarde, par contre, on se dirait pas que c'est un Hyundai. Là. Le look du Genesis, il est vraiment différent. Ça se veut luxueux, là, soyons honnêtes. On le regarde, il y a la grille en avant très proéminente, le look un peu mystérieux, là, je sais pas comment le dire, mais avec les courbes un peu minimalistes. On n'est pas dans le côté plus angulaire de l'Ioniq 5 ou dans le côté ultra aérodynamique là, de l'Ioniq 6, du tout, du tout. Ça a vraiment son propre style qui va ressembler plus justement aux autres véhicules Genesis en termes de look. Est-ce que moi, personnellement, c'est mon style? Je trouve que ça se veut un peu trop luxueux. Moi, je suis pas un grand fan de la grosse grille en avant, là, surtout pas sur un véhicule électrique qui peut s'en passer. Hein. Bon, on me dira que là, c'est une version électrifiée, donc peut-être que je suis un petit peu trop cynique, mais je suis habitué d'avoir ce commentaire-là de ta part, là, donc ça me dérange pas trop. Non, j'ai rien dit. Puis ce feeling-là d'espèce de... Je veux pas dire faux riche, mais je vais le dire quand même. Ça se continue un peu à l'intérieur parce que il y a un petit truc, une garniture que j'aime pas du tout. Puis ça, si vous êtes des auditeurs de longue date, vous allez vous souvenir que quand j'ai été voir les BMW iX, i4, il y a cela quelques années déjà, hein, un an et demi, je crois. En tout cas, peu importe. J'avais exactement le même commentaire. Les garnitures en faux cristal à l'intérieur de l'habitacle, je trouve que ça donne un look cheap. Parce que l'habitacle, il est bien fait, il est clairement avec une finition hein, meilleure que les véhicules. Ben, on parlait Ioniq 5, Ioniq 6, mais peu importe le VUS compact sur le marché avec lequel on va le comparer, il n'y a pas vraiment de plastique trop cheap à l'intérieur. Les sièges sont très confortables. Donc, au niveau du confort, j'ai pas grand-chose à dire. Au niveau du look, ben, il faut aimer ça encore une fois. Puis moi, personnellement, les garnitures en cristal, c'est vraiment pas mon genre. Mais le pire, c'est que c'est même pas mon problème le plus important avec ce véhicule-là. Et en fait, c'est pas vraiment un problème. Hein. Quand on parle de goût, je veux dire, je suis conscient que ça peut plaire à certaines personnes. Mais je vais commencer d'entrée de jeu en disant que c'est un véhicule qui coûte 84 500 de base. La version électrifiée, là, bien sûr. Donc, c'est 60 000 $ pour la version la moins équipée. Là. Donc, on peut pas s'en tirer en bas de 60 000. Et pour la version électrifiée, on est obligé d'aller avec la version Prestige. On s'approche du 85 000 de base. C'est ouais. Hein? Déjà, bon. C'est un pas en avant, mettons. Hein? C'est ça. Puis, écoute, je vais parler de la conduite après, mais ça aussi, j'ai pas grand-chose à dire. Mais si je te parle de l'infodivertissement, premièrement, je trouve que l'écran il est trop petit. Et c'est rare que je vais dire ça parce que j'aime pas non plus les écrans qui font tout l'habitacle de large, là, qui font 375 pouces, 200K, là, j'exagère un peu, mais c'est les chiffres qu'on essaie de nous gaver. Je suis pas nécessairement fan de ça, mais là, je trouve qu'il est vraiment petit pour ce qu'on voudrait avoir. Et le gros problème, il n'y a pas de Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil. Il est uniquement filaire. Ouais. Bon, tu me diras. C'est un véhicule qui date un peu, hein. Je veux dire, c'est dans le sens où on a pris la version d'essence et on l'a électrifiée. Tu l'as mentionné en début de chronique. Donc, c'est un véhicule qui date un peu. On n'a pas renouvelé nécessairement avec toutes les nouvelles technologies. On peut espérer, parce que tu vas me dire que dans toutes les autres Hyundai, ils l'ont. On peut espérer que dans les prochains Genesis, ça va arriver naturellement et de série. Celui-là, ben, c'est un peu le vieillard du groupe. Là. Ben, c'est le feeling que ça donne, entre autres parce que j'ai beau essayer de brancher mon cellulaire dans l'auto, j'ai pas pu
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tous les fils que j'ai pour mon téléphone sont USB-C. Et l'habitacle du Genesis n'a pas de prise USB-C, uniquement des prises USB-A. Attends, t'as pas de USB-C du tout? J'en ai pas trouvé, sincèrement. Si quelqu'un peut me corriger et me montrer où se trouve cette prise USB-C, j'adorerais. Mais non, toutes les prises que j'ai trouvées, autant dans la console centrale que j'ai regardé aussi là, à l'intérieur de l'appui-bras, on en cache un peu partout, c'est uniquement des prises USB-A. Donc, écoute, c'est un peu difficile à concevoir que on offre pas la version sans fil de Apple CarPlay Android Auto, quelque chose que, je sais pas si vous vous souvenez du sondage que j'ai mentionné il y a quand même plusieurs épisodes, mais on disait que quelque chose comme 60% des gens utilisaient exclusivement Android Auto ou Apple CarPlay dans leur véhicule, donc c'est quand même pas mal de gens. Oui. Et parmi ces gens-là, tous les gens qui sont comme moi et qui ont un fil uniquement USB-C, ils peuvent pas le brancher, donc ils peuvent pas s'en servir du tout. Et comme tu le disais, moi, c'est pas tant en soi un problème que quand on le compare à tous les autres véhicules, chez Hyundai ou même, on va se le dire, là, outre Hyundai, là, de plus en plus, pratiquement tous les véhicules, même les moins chers, vont avoir les prises USB-C et Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Donc moi, je me sentirais bien mal de justifier payer 85 000 pour aller dans le GV70 pour moi-même qui n'aime pas vraiment le look, puis pour qui le système d'infodivertissement c'est important, mais ici, clairement, il manque des choses. Je suis obligé de donner, par contre, à la conduite, c'est le meilleur point de ce véhicule-là, on va se le dire. Moi, personnellement, j'ai rien contre le feeling de conduite des électriques. Je sais que, entre autres, ça me rappelle mon beau-père qui a dit que lui, il aimait pas ça du tout, puis que lui, c'était un véhicule à essence qu'il aimait. D'ailleurs, s'il nous écoute, bonjour. Mais tout ça pour dire que je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai rien contre l'accélération d'une électrique. À ce niveau-là, le GV70, rien à dire, ça fonctionne bien, l'accélération est agréable, ça nous colle un peu à notre siège, mais on n'a pas l'impression d'aller, je sais pas comment dire, un peu trop vite, hein? On n'a pas l'impression d'être dans un dessus-monde, là, mais simplement, on a l'impression d'être en contrôle, donc j'ai pas grand-chose à dire sur la conduite. C'est juste que récemment, quand on a vu par exemple, l'Ioniq 5N, hein, qu'on a parlé, c'était au Salon de l'Auto de Montréal. C'est un véhicule qui, écoute, ça va probablement nous dire quelque chose. 78 200 plus à peu près 2 000 $ de frais. Donc, on est 80 000 $ environ. On parle de à peu près plus de chevaux encore, là. Donc, c'est 600 quelque chose chevaux pour l'Ioniq 5N. Puis, on parle d'une batterie qui est à 84 kWh. C'est pour ça que c'est important, le 77 de tantôt. Une batterie plus grande, oui, bien sûr, c'est différent, là, tu me diras, mais une autonomie, on l'a pas encore révélée, mais je peux pas m'imaginer qu'elle va être très différente. Puis là, on a un véhicule qui est plus performant, avec un système d'infodivertissement plus agréable selon moi. OK, un intérieur un peu moins luxueux, mais un look qui, moi, personnellement, je trouve est plus moderne, plus agréable. Écoute, si quelqu'un arrivait et me demandait est-ce que je devrais m'acheter le Genesis ou attendre l'Ioniq 5N, pour moi, la réponse est facile. Après ça, tu me diras qu'il reste une question de goût, mais j'ai de la misère à lui pardonner de coûter 85 000 et de pas inclure les technologies qui sont de base, là, pratiquement dans le Hyundai Venue, qui est le moins cher dans sa gamme sœur. J'ai de la misère à le justifier. Ouais. Je suis obligé de dire cependant que, bien sûr, on ne peut pas comparer directement parce que le GV70 est un VUS quand même plus luxueux, tu l'as mentionné, qui s'adresse à une autre clientèle. La Ioniq N est une voiture de performance avec des suspensions adaptées, avec plein de choses, incluant un essuie-glace arrière d'ailleurs, ce qui est une grande nouvelle dans le cas de la Ioniq N. Les gens de Hyundai m'ont confirmé que là, il allait plus en avoir des erreurs comme celle-là. Là. Ils vont tous avoir des essuie-glaces à l'arrière. Mais tout ça pour dire que tu as tout à fait raison. Hein. Je veux juste être très clair. Je parle par rapport à moi-même, mes goûts personnels. Ça m'intéresse pas ce look-là de luxe, mais effectivement, ça va être plus pour les gens qui vont mettre l'accent sur le confort extrême, sur le look plus distingué, plus élégant, on va se le dire. Mais bon, c'est pas nécessairement mon cas. Mais j'ai 25 ans et peut-être des priorités différentes des gens qui sont le public cible de Genesis.
Mais en fait, je comprends ton point de vue et je le partage en partie parce qu'effectivement, malgré les qualités de conduite du véhicule, tu as raison de dire que c'est un véhicule qui aurait besoin déjà d'un petit rafraîchissement, qui va bien, là. Personne ne dit qu'il va mal, mais il y aurait effectivement besoin d'un petit rafraîchissement, tant du point de vue technologique que peut-être du point de vue look un peu, là. Mais bon, évidemment, encore une fois, c'est extrêmement subjectif quand on parle de look. C'est un bon véhicule. Je comprends juste pas pourquoi est-ce qu'il a gagné tous ces prix-là, parce que je le trouve pas exceptionnel. C'est plus pour ça que j'en parle comme ça. Pas nécessairement parce que je l'aime pas, mais plutôt pour dire, wow, là, peut-être qu'on va mettre un petit peu d'eau dans notre vin, là. Il manque certaines affaires, même si tout le monde il dit que c'est le meilleur. C'est effectivement. Non, t'as pas tort. T'as pas tort. Euh, Là-dessus, on va aller voir en fait ce qui s'est passé au cours des derniers jours, de la dernière semaine, au Salon de l'Auto de New York, parce qu'il y a eu quelques dévoilements quand même intéressants à New York. Bien évidemment, c'est souvent, comme c'est le cas, les Coréens qui ont volé la vedette dans bien des cas, notamment Hyundai dont on vient de parler. Écoute, ils ont présenté là-bas le Tucson 2025 et le Santa Cruz 2025. Retouche esthétique essentiellement, la partie avant qui a été modifiée. À l'intérieur, ben, on a mis exactement ce que tu aimes bien, c'est-à-dire les deux grands écrans que l'on connaît déjà du côté de chez Hyundai. C'est exactement cet intérieur-là qu'on retrouve là-dedans. Il y a un détail, mais deux en fait que j'ai trouvé intéressant. Un pour vrai, un pour moins vrai. Celui pour vrai, c'est qu'il y aura maintenant une version XRT, qui est une version un peu plus aventurière, donc avec une garde au sol un peu plus élevée, qui va donner, peut-être surtout au Santa Cruz, là, quelque chose d'un peu plus, un peu plus musclé, je te dirais. Même si c'est la même motorisation, ça ne change rien. L'affaire que je trouve un peu moins intéressante, mais c'est pas moins intéressant, mais c'est une bébelle, c'est un mode bébé qu'on a mis dans le Tucson. C'est que le Tucson hybride branchable, tu l'as dit, quand c'est un véhicule électrique, les accélérations sont assez brusques. Donc, ça part, tu le sens, ça va. Si tu as un bébé qui dort dans un siège d'auto à l'arrière et que tu accélères trop brusquement, tu risques de réveiller bébé ou de le rendre inconfortable. Alors, le mode bébé limite ta capacité d'accélération et rend le tout plus doux. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux parents chez Hyundai, là, avec la stérilisation UV pour les suces, le mode bébé, là, il y a des nouveaux parents chez Hyundai, là. Effectivement. J'avoue que je trouve ça assez particulier et pas particulièrement utile, mais bon, c'est là quand même. On parlait des Coréens qui ont animé, si tu veux, ce salon-là. Ben écoute, ça a été le cas de Genesis aussi, qui a présenté le concept Néo-Lune. Alors, pour te faire plaisir, selon eux, ça vient de Néo pour nouveau, bien entendu, hein? Une racine que tu connais très bien. Ben oui, en Et grec. de Luna, hein, bien sûr, de la Lune. En latin. En latin. En Donc, latin. ils ont mélangé le grec et le latin. Donc, je profite de ma tribune pour dire, il aurait fallu qu'il y ait avec quelque chose comme Nea Selene, là, ou je sais pas. Mais Ouais. ils utilisaient Nea aussi en latin. En tout cas, je me taire. Mais Néolune est quand même joli. Écoute, c'est un gros VUS avec un nouveau design qu'on appelle le design réduit. Donc, on a éliminé certains détails superflus au niveau du design comme tel. Les portes, ce qu'on appelle des portes suicides, bon, avec entre autres les sièges avant qui se retournent complètement pour faire une espèce de lounge. Ça, c'est cool. Et un système, ça m'a intéressé plus, c'est le système de chauffage qu'on appelle Ondol. En fait, c'est un système de chauffage comme par induction, littéralement. Là. Donc, c'est comme un plancher chauffant. Donc, certaines surfaces du véhicule sont recouvertes d'un matériau chauffant et au lieu d'avoir des buses de ventilation, c'est l'habitacle lui-même qui te réchauffe. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut vraiment s'appliquer dans la vraie vie, mais je trouve ça intelligent. Toujours du côté de Genesis, on nous a présenté la série Magna. Magna, c'est-à-dire c'est une version, en fait, on l'a présenté avec le prototype du GV60. Ok, ils étaient vraiment partis sur le latin, là, eux autres, là. Oui, exactement. En fait, c'est une version de performance, aux surprises, du GV60 parce que, on le sait, hein, t'en as parlé il y a quelques secondes, dans la Ioniq 5N, qui est une voiture de performance. On a la Kia EV6 GT, qui est une version de performance. Il était normal que Genesis arrive avec des déclinaisons de performance. C'est le cas de la Magna GV60, mais on dit que tous les véhicules électriques vont subir ce traitement-là du côté de chez Genesis. Donc,
quand même quelque chose qui va être assez important au cours des prochains mois. Toujours du côté des Coréens, ben c'est Kia qui a présenté la K4, qui est en fait le renouvellement de la Forte. Intéressant de la K4, c'est qu'elle a une version plus hatchback, une version à haillons. Et honnêtement, elle est très jolie. Dans la version à haillons, je t'avoue que l'autre version est peut-être un peu moins attirante. À la limite, je trouve que la partie arrière ressemble à celle de la Cadillac Celestiq, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Mais Encore une fois, ça dépend des goûts. Hein? Moi, je déteste pas nécessairement la Celestique. Mais la partie arrière est assez étrange. En tout cas, bref, la K4 qui va arriver bientôt, donc, qui est la nouvelle Forte, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi Nissan qui a présenté là-bas, d'une part, Infiniti qui a présenté le nouveau QX80. Ça, c'est le gigantesque gros le VUS là, dont ils vendent à peu près 8 copies, j'imagine. Mais l'autre qu'ils ont présenté qui était plus intéressant, c'est le Nissan Kicks. Un petit VUS vraiment intéressant parce que il y avait des problèmes avec le Kicks actuel, sous motorisation, l'espace n'était pas grand, pas de rouage intégral. Maintenant, on a augmenté la plateforme de plusieurs centimètres. On met dedans le moteur du Qashqai, donc le moteur 2 litres, pour le remplacer un moteur plus puissant. Rouage intégral va être disponible. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui a pris de l'ampleur, mais qui ajoute aussi de nombreuses qualités. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de chez Nissan, bien hâte d'essayer ce véhicule-là, bien entendu. Ben, moi aussi, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est quelque chose que je vais avoir hâte d'essayer. Ça me semble être quelque chose qui est justement ce point central que j'aime bien, où on peut avoir quelque chose d'abordable, d'intéressant, spacieux. Ça pourrait être Ouais. cool. Effectivement. Alors ça, c'est vraiment le véhicule urbain qui va probablement te va mieux qu'à moi, mais quand même, c'est ça. Alors, toujours à New York, il y a Porsche qui a présenté son Macan électrique, un véhicule dont les prix ont de quoi faire sursauter, hein, parce qu'on rappelle que le Macan, c'est supposé être le petit VUS d'entrée de gamme du côté de chez Porsche. Là, on nous dit, bon, écoutez, il a été monté sur une architecture de 800 volts. La version Macan Turbo, même si c'est un électrique, on s'entend, ça s'appelle Turbo pareil, 630 chevaux, 0-100 en 3,3 secondes. Bref, on a vraiment joué la totale, mais 99 300 pour le Macan de base, 125 300 pour le Macan Turbo. On n'est pas exactement dans quelque chose d'abordable. Et finalement, il y a Polestar qui a enfin présenté la Polestar 4, un véhicule pas de pare-brise arrière, qui marche avec des caméras plutôt qu'avec un pare-brise arrière. Donc, il va être admissible aux subventions canadiennes parce que son prix rentre en bas de 70 000 $. Et en passant, ce véhicule-là sera exposé au Salon du véhicule électrique de Montréal qui débute là, dans quelques semaines à peine à Montréal. Voilà, alors c'était pas mal ça, le Salon de New York. Le reste, c'était des affaires qu'on avait déjà vues. Rien de très édifiant, là. Il y avait, comme toujours au Salon de New York, il y a toujours des expositions thématiques, des vieilles voitures de police, des trucs comme ça, mais rien de très édifiant. On en a cependant profité aussi pour offrir le prix de la voiture mondiale de l'année à la Kia EV9. Qui a remporté le titre. Je te rappelle qu'il y a des journalistes canadiens qui font partie de ça. De ce jury-là, qui est composé de journalistes d'une trentaine de pays, je pense. Mais donc, c'est la Kia EV9 qui a remporté le titre de véhicule familial et de véhicule mondial de l'année. Voilà, mon cher. Eh bien, ben moi de mon côté, je vais te parler de choses qui sont peut-être un peu plus terre à terre, un petit peu plus concrètes. Je vais commencer avec le changement de tarification du circuit électrique. Ça a quand même fait le tour, hein, parce que c'est une décision gouvernementale, tout ça. C'est encore probablement un de ces points où on va débattre un peu. Avant, c'était uniquement basé sur le temps qu'on restait à la borne, hein? Mais maintenant, ça va être basé sur la quantité d'énergie qu'on prend en kilowattheure. En fait, il faut dire que il y a quand même une barre qu'il faut dépasser, là, donc quelque chose comme 10 ou 20 kilowatts selon la borne qu'on va prendre. Ça va être encore à l'heure, donc la plupart des petites recharges, ça va pas changer grand-chose, mais c'est plus quand on va passer à une plus grande quantité d'énergie que là, ça va passer, là, j'ai les chiffres sous les yeux, on parle de entre 36 sous par kilowattheure à 60 sous le kilowattheure, dépendamment de la borne et de la quantité d'énergie qu'on prend. Donc, c'est pratiquement du simple au double, hein? Ouais. Mais, bon,
Je suis curieux de savoir ce que toi t'en penses de tout ça. Écoute, à la base, je suis obligé de te dire que c'est normal, OK? Parce que quand tu vas chercher un véhicule à essence, que tu vas faire le plein, tu payes pour la quantité d'essence que tu mets dans ton réservoir. Tu ne payes pas pour le temps que tu passes à la pompe. Donc, il est normal que du point de vue du véhicule électrique, on fasse la même chose. Si tu arrives là avec un véhicule comme, par exemple, le Kia EV9 ou le Hyundai Ioniq 5, qui sont construits sur des architectures 800 volts et donc qui ont une recharge plus rapide que la Chevrolet Bolt, par exemple, ou la Nissan Leaf, ben, dans le même temps, elles utilisent plus d'énergie. C'est donc normal qu'elles payent un peu plus. Mon problème avec ça, en fait, c'est que ça prend probablement des cours de mandarin et une maîtrise en études classiques pour comprendre le tableau des tarifs. Bon, fait que je suis correct. C'est à peu près ça, c'est donc la référence. Mais en fait, c'est la grande complexité de tout ça, qui varie selon la quantité que tu vas utiliser, selon la borne que tu vas utiliser, selon... Alors, tu n'as aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. Et je te le dis parce que j'ai vécu l'expérience cette semaine. Je conduis une voiture électrique, je dois m'arrêter dans une borne de recharge rapide. Moi, j'ai l'application circuit électrique dans laquelle j'ai un certain montant de préautorisé. Et j'ai donné l'autorisation de l'application, quand elle est vide, d'aller rechercher un montant sur ma carte de crédit automatiquement. OK? Sauf que moi, j'étais sûr que le premier montant que j'avais serait suffisant pour charger mon véhicule. J'ai mal calculé mes flûtes. Oublie ça, ça ne correspondait pas du tout. Tellement que quand l'application est obligée d'aller recharger, elle a d'abord éteint ma recharge parce qu'elle dit là, tu n'as plus d'argent. Après, elle est allée chercher l'argent. Puis après, j'ai dû redémarrer la borne pour que ça recommence. Tout ça parce que je n'avais pas pu calculer d'entrée de jeu combien ça me coûterait pour faire le plein du véhicule que je conduisais. Alors moi, c'est cet élément-là. Quand je vais mettre de l'essence, je mets 50$, ça va me coûter 50$. OK? Je suis capable d'avoir une certaine structure dans la dépense que je vais faire. Dans l'électricité, je n'en ai aucune espèce d'idée. Ben, je suis en désaccord avec toi parce que dans le fond, si tu avais mis 50$ sur ton application circuit électrique ou peu importe le montant que tu voulais, ça a exactement le même comportement. Tu viens de le dire, la borne s'arrête. Tu mets le montant d'argent que tu veux, puis ensuite, bon, si tu y préautorises d'aller chercher sur ta carte de crédit, ça c'est différent, mais c'est le même principe quand tu vas à une station d'essence puis que tu lui dis la préautorisation maximale, c'est exactement le même principe. Puis je serais curieux de savoir à quel point tu es vraiment capable de savoir combien ça va te coûter d'essence, surtout quand, comme moi je le sais très bien, on change de véhicule chaque semaine. C'est pratiquement impossible de savoir combien ça va nous coûter à la pompe parce que le prix change de jour en jour, la quantité d'essence qu'on met dans notre véhicule change selon l'utilité, la taille du réservoir va changer selon le véhicule qu'on a. Moi, je pense que c'est à l'habitude qu'on le sait. Oui, je suis d'accord avec toi, ça coûte une vingtaine de dollars quand à peu près la pompe est là. Je suis d'accord avec toi, je suis conscient, mais je pense que quand les propriétaires de véhicules électriques vont aller à leur borne habituelle et qu'ils vont voir qu'il leur reste 30% d'électricité, ben ils vont savoir que ça va leur coûter tant d'argent de la même façon que tu sais que quand tu es à la moitié de ton réservoir puis que tu vas à cette station-là dans le coin de Sainte-Madeleine parce que c'est moins cher, j'exagère, mais tu comprends, ça va te coûter à peu près 30-40$ d'essence remplir ton réservoir. C'est pas une science infuse, c'est peut-être moins clair qu'avant, mais je pense pas que c'est nécessairement tant que ça différent d'un véhicule à essence. Alors moi, je pense que oui. Je pense que la différence, elle est assez grande, notamment parce qu'il y a plus de facteurs externes qui interviennent au moment de combien ça va te coûter, puis combien de temps ça va te prendre, puis combien d'énergie tu vas prendre. Alors que... Comme le prix du baril de pétrole, les Non, taxes. non, parce que le tout prix... ça, bien sûr, c'est pas hors de notre contrôle et difficile à calculer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là, c'est affiché. C'est 1,59. C'est trop cher, mais c'est affiché. Dans le cas du circuit électrique, ben, ça dépend de la vitesse de la voiture. Ça dépend de comment ta voiture a été conditionnée pour voir à quelle vitesse ça va en prendre. Ça dépend aussi de la borne, de la rapidité de la borne. Tu sais, alors, il y a comme le prix au kilowattheure est affiché, là, par contre. Ça, il faut être très clair. Là, le prix au kilowattheure est affiché. Mais il change selon un paquet de facteurs. Et c'est là que je te dis, ça devient compliqué. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de solution idéale, là. OK? On n'a pas une façon de voir
Mais le prix au kilowattheure a beau être affiché, il varie selon un paquet de facteurs qui touchent ta voiture et celle des autres. Selon Bref, un facteur, la quantité d'énergie que tu prends, en fait. Le prix au kilowattheure, c'est la seule chose qui le change. C'est la quantité d'énergie que tu prends. Si tu en prends plus que tant, c'est oui. 50 kilowattheures, ça change. Puis personnellement, je pense que ça va être à l'usage que ça va se faire. Là. Je pense que on est juste tellement habitué de calculer dans sa tête à la pompe combien ça va coûter à peu près avec la quantité de litres qu'on sait que ça prend pour faire telle quantité. Éventuellement, ce calcul-là va se faire en kilowattheure quand les gens vont être propriétaires de véhicules électriques. Puis moi, je pense que ça s'en vient, là. Le calcul, il est là devant les yeux, là. Je pense pas qu'on comprend mieux les kilowattheures que les litres au 100, là. Non, mais écoute, je veux pas non plus, là. Je suis d'accord avec l'idée que l'on doit effectivement payer pour l'électricité prise et non le temps passé. Ça, là, sur le principe, là, je suis totalement 100% d'accord. Difficile d'être contre, là. On va voir les commentaires, ça sert à ça les réseaux sociaux. Et Ok, difficile d'avoir une opinion logique et être contre. Disons ça comme ça. c'est ça. Mais donc, oui, là-dessus, écoute, on est obligé d'être d'accord. Puis comme je te dis, c'est de toute façon d'une grande injustice pour quelqu'un qui en prend un peu que l'autre qui en prend une tonne. Tu sais, c'est bon. Fait que je suis bien d'accord. Écoute, là-dessus, je suis De toute façon, d'accord. on en a parlé beaucoup trop longtemps. Je joue un peu l'avocat du diable pour faire du contenu pour le podcast, hein. Mais écoute, je suis d'accord avec toi que de toute façon, faudrait que ce soit plus clair. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai de la misère à concevoir que ça va être tant que ça moins clair que d'aller à la pompe puis d'être à la merci des propriétaires de stations-service puis du prix du baril. Là, tu sais, Non, mais je peux comme pas je te croire dis, que ça va être tant que ça différent. ben, en fait, c'est que la différence, comme je te dis, c'est que quand le propriétaire ou le baril, t'arrives puis il est affiché dehors et que dans une grosse affiche à 1,69. Tu sais, t'as pas, ça varie pas selon la consommation puis selon, tu sais, fait que Vrai. c'est là la différence. Mais Tu on se sais, fie plus au compteur, qu'au calcul qu'on se fait dans sa tête. De la même façon, je pense qu'on va se fier plus ouais, à son oui, mais application on circuit est plus, électrique. on est assez, c'est assez simple de calculer que sur tes 100 En tout cas, kilomètres. En tout cas, bref, passons au anyway, prochain sujet, sinon on ferait 45 minutes là-dessus. mais je suis Mais d'accord je avec le pense que principe. Bon, oui, voilà. voilà. Je pense qu'on est d'accord sur 90% de la chose. Puis je pense que, comme je disais, de toute façon, à l'usage, que ce soit plus clair ou pas que d'aller à la station-service, à l'usage, c'est clair que ça va être plus simple pour tout le monde aussi Plus éventuellement. juste, en tout cas. Et ça, c'est clair que ça va être plus juste. Non, mais je veux dire, on va s'habituer, c'est ce que je veux dire. Dans le sens qu'on va avoir une idée de chaque semaine combien ça nous coûte. Dans tous les cas, je vais te parler maintenant de quelque chose qui est quand même intéressant. On parle des prix de l'innovation automobile de l'AJAC pour 2024. Hein, on fait partie de l'AJAC, on est au courant de ce processus-là. Mais là, récemment, là, donc justement au salon de Toronto, quand on en parlait, là, donc fin du mois de mars dernier, on a eu la meilleure innovation verte que je vais te parler. Donc, il y a 3 catégories: meilleure innovation verte, meilleure innovation de sécurité, meilleure innovation technique. Du côté de l'innovation verte, c'est BMW qui a gagné le prix pour son système e-drive, donc le plus récent système e-drive, qui est un système électrique qui apparemment serait un des plus efficaces, entre autres, hein, on parle de 593 chevaux pour la version M60 X-Drive, pour ne pas la nommer. Mais ce qui fait la particularité de ce moteur-là, c'est que contrairement à pratiquement tous les autres moteurs sur le marché, il n'y a pas de terre rare dans le moteur, donc ce qui est extrêmement rare, pour ne pas faire de jeu de mots. Et aussi, il y a des composantes à l'intérieur qui peuvent être réparées, remplacées, sans avoir besoin de remplacer tout le bloc moteur. Ce qui est un autre des gros problèmes actuellement. Hein? Un peu plus tard que cette semaine dans la presse, il y avait un article qui nous disait à quel point c'était cher réparer les véhicules électriques, mais c'est en grande partie à cause de ça, hein? Parce que aussitôt qu'il y a une des parties du moteur qui fait défaut, il faut remplacer tout le moteur, parce que c'est comme tout un bloc. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait possible de réduire ces coûts-là avec des parties amovibles, des parties qui seraient possibles de réparer. Donc ça, c'est du côté meilleure innovation verte. J'ai bien hâte de voir s'il y a d'autres compagnies qui vont emboîter le pas, hein, surtout à propos des terres rares, qui sont un des aspects les plus polluants, hein, des moteurs électriques Et les en ce plus moment. controversés aussi, là. C'est souvent ce qui suscite la grogne de ceux qui sont contre les voitures électriques. C'est ça, c'est vous avez des terres rares, vous êtes aussi polluants, vous êtes obligé de faire travailler des enfants pour aller les chercher dans le fond d'une mine quelque part au Congo. Tu sais.
Envoyé depuis mon iPhone, là, bien sûr, qui contient autant d'or miné au Congo, là. Le problème est peut-être pas exactement avec les véhicules électriques autant qu'avec notre système de consommation, mais bon, on n'est pas un podcast politique. Meilleure innovation sécurité. Maintenant, c'est chez Volvo, le VUS électrique EX90. Pourquoi sécurité? Parce que, ben, je pense qu'il y a un capteur au pouce carré là, sur ce véhicule-là. J'exagère à peine. Ils ont un lidar, 5 radars, 8 caméras et 16 capteurs ultrasoniques. Et une souris verte. C'est ce que j'étais pour te dire. Ça commence à être un peu compliqué, là. Est-ce que c'est... Exactement. Et c'est géré comment? Ben, c'est avec de l'intelligence artificielle, en gros, là, ou du moins un système intelligent qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur de bord. Et ça peut même, là, si ça peut te donner une idée, ben, il y a ça ailleurs, mais ça surveille le conducteur, non seulement pour la distraction, mais aussi s'il y a des problèmes médicaux. Et ça, je crois que c'est pas le seul véhicule qui a ça, mais entre autres, ça permet de s'arrêter sur le bord de la route si jamais, par exemple, là, on fait un malaise au volant, ça nous arrête carrément sur le bord de la route et bon, écoute, je sais pas ce que ça fait tous ces radars, lidars et capteurs, mais j'imagine que ça permet surtout hein, un système de sécurité intelligent qui va être beaucoup plus précis, hein, parce que, bon, on en reparlera dans les prochaines semaines, le véhicule que j'avais à laisser la semaine dernière, par exemple, te disait freine, aussitôt que quelqu'un sur l'autoroute allait à moins que 100 km/h en avant de toi, tu sais. Ouais. Donc là, j'espère que ces systèmes-là vont permettre peut-être d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe sur la route parce que bien souvent, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont trop sensibles peut-être et parfois un peu envahissants même. Ouais, non, effectivement, tu as raison. Puis le lidar aussi a l'avantage de fonctionner dans des conditions plus difficiles, notamment dans la noirceur, ce qui n'est pas nécessairement le cas des radars et des caméras traditionnelles. Donc, ça devrait Surtout aussi... les caméras, hein, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis finalement, côté meilleure innovation technique, ça va du côté de Land Rover pour sa suspension 6D. Donc, c'est encore une fois, un nom assez long, le Land Rover Range Rover Sport SV qui a cette technologie-là. Oui, exact. Et, ben, écoute, difficile de dire ça autrement que c'est une méchante bonne suspension. Il y a pas vraiment exactement de... non, mais c'est que bon, j'aurais beau vous dire, là, il y a des amortisseurs hydrauliques, il y a plus de barres anti-roulis, ça maîtrise les mouvements. En gros, ce que ça fait, c'est que ça fait le rôle d'une suspension habituelle qui va stabiliser le véhicule, surtout en ce qui s'agit de mouvements verticaux, hein, c'est ça les amortisseurs. Et là, ça va être un système particulièrement intelligent avec justement des systèmes qui vont être interconnectés, qui vont permettre de répartir la force à amortir sur plusieurs des systèmes plutôt que sur un seul des amortisseurs, comme ça va être souvent le cas. Donc ça, c'est la suspension dynamique 6D, je le répète, ce qui va sûrement être disponible éventuellement là, sur d'autres véhicules Range Rover. Mais bon, quand même, c'est le prix que la JAC a remis. Je veux juste te corriger un petit peu. C'était pas sur le salon de Toronto, c'est au salon de Vancouver. À la fin mars, le salon de Toronto était à la mi-février. Ah, ma source s'est trompée. Eh oui, alors c'est bien Vancouver qu'on a remis ça, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Salon de l'auto, mais qui a un nom, je me rappelle plus là. Bref, voilà. C'est donc là. Parfait. Ma source s'est trompée. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je crois que tu avais quelque chose à nous dire. Ben, les deux, on l'a vu indépendamment pour passer dans les trucs un peu plus cocasses du côté de chez Volkswagen, hein? Ouais, ben en fait, j'ai trouvé ça, je sais pas si j'ai trouvé ça nono ou brillant, OK? Volkswagen a inventé ce qu'ils appellent le Roo Badge. OK? C'est un logo, en fait, de Volkswagen qu'on installe à l'avant et qui diffuse un son dont l'objectif est de faire peur aux kangourous. Ce que je ne savais pas, c'est que 90% des collisions de véhicules seuls en Australie sont provoquées par des kangourous. Ça veut dire Ok, c'est plus que je pensais. Ouais, ça veut dire qu'il y en a une tonne qui sont sur les routes et qui sont dérangeants. Donc, on a mis... Je vais te laisser expliquer la technologie comme il faut, comment elle fonctionne, là. Mais dans le fond, c'est juste un son qu'on émet.
Et donc, on a le choix entre le badge comme tel ou une plaque que l'on peut installer aussi à l'avant du véhicule. La question, c'est, bon, on va le tester du côté de chez Volkswagen en Australie. Tu n'as pas plus de détails. On n'a pas vraiment beaucoup de détails sur le fonctionnement. On en a quand même certains, mais pour la partie qui est de faire peur aux kangourous en tant que tel, là, ben, il n'y a pas ben plus que ce que tu as déjà dit, c'est qu'on fait jouer un bruit qui fait peur aux kangourous. C'est pas nécessairement ça la partie intéressante au niveau technologique. Quoique, ça, apparemment, pour le moment, il y a juste un son qui fait peur aux kangourous gris, mais éventuellement, il va sûrement avoir d'autres types de sons qui vont faire peur, entre autres, aux kangourous roux et à une autre sorte de kangourou gris. Donc, il y a plusieurs sortes de kangourous qui ne réagissent pas tous au même son, mais en gros, tu l'as dit, là, c'est un petit speaker qu'on va placer en avant sur le badge de son véhicule. Puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça va communiquer avec le véhicule pour utiliser le GPS du véhicule. Donc, ça joue pas toujours le son, hein, mais plutôt, ça le fait jouer uniquement dans les zones qui sont reconnues comme étant des zones à risque de collision avec des kangourous. Donc, quand même assez intéressant. Et sur un pick-up qui est juste disponible dans ce marché-là, ou du moins qui est pas disponible sur le Note, l'Amarok, oui, c'est ça. Ça va même être une option directement de pouvoir remplacer son badge par le Roo Badge en Australie. Donc, c'est quand même quelque chose qui, c'est insolite pour nous, mais qui pourrait potentiellement être utile pour certaines personnes. Ben, puis, bon, pense on juste aux espère collisions de chevreuil chez nous. Tu sais? C'est quand même une grande source de collision ici aussi, effectivement. Fait que, et souvent, on voit des pancartes un peu partout disant ici, attention, traverse de chevreuil, traverse d'orignal. Donc, on pourrait utiliser le même principe et en utilisant les signaux, faire peur au chevreuil. Évidemment, si on trouve le son qui fait peur au chevreuil, peut-être qu'on pourrait faire ça avec des piétons aussi. Je sais pas moi, lui faire jouer du heavy metal à pleine tête pour être sûr de l'existence quand on roule en ville. En tout cas. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on pourrait changer la race de kangourou selon l'endroit, l'espèce de kangourou, devrais-je dire, selon l'endroit où on se trouve en Australie. Hein, donc, on pourrait changer le son qui se fait jouer. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à ce niveau-là, mais j'avoue que de remplacer son badge par quelque chose qui fait des drôles de bruit pour faire peur aux kangourous, j'ai trouvé ça un peu cocasse. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu savais que les voitures électriques vont peut-être rendre les gens plus honnêtes? Plus honnête. Ouais, ben en fait, c'est pas par choix. C'est une histoire qui est arrivée à Los Angeles, en fait. Il y a un homme qui avait réussi, en manipulant des trucs, à doubler une clé de Tesla. Parce qu'on sait que Tesla, ils n'ont pas des vraies clés, là. Ils ont une espèce de carte qui permet d'ouvrir. Donc, il avait réussi à fabriquer sa propre version et il a volé la Tesla en question. Donc, il était très heureux de pouvoir partir avec la voiture. Petit détail, monsieur a oublié de regarder combien de charge il restait dans la voiture. Alors, il a fait à peine quelques centaines de mètres et la police l'a rattrapé parce que sa batterie est morte. Quelques centaines de mètres? Ben, on dit à peu près on parle de 2 km, là, mettons, à peu près, là. Moi, je suis surtout curieux de savoir qu'est-ce que le propriétaire de la voiture comptait faire avec ces 2 km restants d'autonomie. Ben, probablement qu'il devait s'en aller se faire dans une borne pas très loin pour faire le plein, quelque chose comme ça, j'ai aucune idée. Mais bref, peut-être aussi que l'accélération très, très violente, parce que j'imagine que quand tu viens de voler une auto, tu pars pas à 2 km/h tranquillement, là. T'essaies de te sauver le plus vite possible. Et bon, il y a eu une alarme, je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais bref, il a fait à peine une courte distance et il a été interrompu parce que la batterie de la Tesla est morte en cours de route. Comme quoi, je te dis, les voitures électriques vont rendre les gens plus honnêtes, par choix ou par obligation. Ben, moi aussi, je viens de parler de... Oui, t'as quelque chose d'autre? Ben, j'ai une autre nouvelle qu'on vient d'avoir pour toi, spécialement pour toi. OK? Bon, pour ceux qui ne savent pas, William est un foodie incroyable. C'est un excellent cuisinier. Il adore visiter des restaurants qui sont vraiment dans des restaurants un peu plus haut de gamme. Il en a vu plusieurs. Tu es allé en voyage, tu as essayé aussi des restaurants haut de gamme. Mais là, Mercedes-Benz vient d'annoncer qu'il s'associait au guide Michelin pour offrir un programme qui s'appelle Un avant-goût du futur. Donc, c'est des événements gastronomiques. Le premier a eu lieu à Toronto, puis il y en a un autre qui aura lieu à Vancouver et un autre à Montréal, pour ton information.
Ça se fait avec des chefs. Ben, à Toronto, c'était avec le seul chef étoilé Michelin qui avait aussi l'étoile verte, donc qui permettait là, d'utiliser des produits locaux. À Vancouver, ça va être J.C. Poirier du chef St. Lawrence. Et à Montréal, ça va être Simon Matisse du Master ou Master, je ne sais pas, à Montréal. Donc, un des restos de quartier les plus connus. Ils doivent développer des thèmes sur la technologie, l'esthétique et, en tout cas, des trucs qui sont liés directement à l'automobile. Ils doivent développer donc des concepts gastronomiques qui vont avec ça. Par exemple, à Toronto, on a fait un terre et mer avec des produits locaux, bien entendu, mais par exemple, il avait pris des ingrédients qui représentaient chaque pointe de l'étoile Mercedes-Benz pour faire son terre et mer. Après ça, parce qu'il doit parler d'innovation, il doit parler de... Bref, tout un événement gastronomique qui aura lieu à Montréal. Alors, petit message aux gens de chez Mercedes-Benz. Si vous avez un siège de libre, j'ai un petit monsieur en face de moi qui attend uniquement son invitation. Ah oui, moi, expert en tout ça, esthétique, technologie, voilà. Non, mais en clairement, bouffe. Non, plus en bouffe, je te dis. un peu de tout, un peu de tout. Voilà. Moi, de mon côté, je vais te parler d'un projet qui pourrait être intéressant, mais qui pour le moment reste un peu insolite. Ça se passe à l'université de Liverpool et dans la ville de Hertfordshire, au nord de Londres, donc au Royaume-Uni, hein, évidemment. Et les gens de l'université de Liverpool se sont associés avec une compagnie qui s'appelle Robotize 3D pour créer un véhicule autonome qui s'appelle ARES ou Autonomous Road Repair System. Oh, ça veut dire qu'il va réparer les routes lui-même? Exactement. Hein? Bien sûr, moi qui est à Montréal, mais un peu partout au Québec, ça reste un fléau. Les fameux nids de poules, surtout dans une partie du monde où il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. On se promène en t-shirt et la semaine d'après, il y a une tempête de neige qui nous empêche d'enregistrer notre podcast à cause des pannes. Je dis ça comme ça, pas que c'est arrivé hier ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que c'est un véhicule qui répare les nids de poules de façon autonome, hein, comme ça le dit. Donc, ça se promène avec des capteurs, des caméras et à l'intérieur, un système qui permet de remplir les nids de poules, les aplatir et tout ça de façon 100% autonome. Ça peut être contrôlé par un opérateur humain, mais le but, ce serait qu'il puisse faire ça 24 heures par jour sur les routes. Donc, il repère les nids de poules de façon, disons, proactive et les répare par lui-même. C'est quand même depuis 2020 le développement. On sait pas exactement quand est-ce que ça va être mis là de façon plus massive, à une échelle plus massive en usage, mais pour le moment ils l'ont essayé pour vrai et ça fonctionne. Hein? Il y a une vidéo si vous allez sur le compte YouTube de la ville de Hertfordshire, il y a une vidéo où on voit qu'il remplit vraiment un petit nid de poule. C'est quand même intéressant là, de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée de manière quand même un peu plus, pertinente que ce que je fais avec ChatGPT des fois. Pratique, disons. On va appeler ça. Oui, ça pratique. c'est ça. J'ai particulièrement aimé le commentaire d'un des utilisateurs du site que j'ai lu qui demande « Est-ce que ça va prendre 2 autres véhicules autonomes pour regarder pendant qu'il fait? » Que l'école bleue ont mauvaise réputation partout dans le monde. Je sais. Mais bon, écoute, la blague était trop bonne pour pas que je la dise, mais c'est basé sur des stéréotypes avec lesquels je ne peux pas être d'accord. N'empêche que l'idée d'avoir 2 véhicules autonomes qui regardent pour être sûr que l'autre fait bien sa job me fait un peu rire. Effectivement. Finalement, moi, j'en ai une dernière avant de te laisser terminer sur Disneyland. Disneyland, puis l'automobile? Eh oui! Ben oui, parce que tu sais, hein, on parle de l'électrification des véhicules automobiles de plus en plus, c'est pas mal tout ce qu'on parle nous-mêmes à l'émission, parce que c'est pas mal tout ce qu'il y a dans les nouvelles, on va se le dire. Ben, maintenant, Disneyland a dit, nous autres aussi, il faut qu'on fasse ça. Donc, nous autres, on est allés à Disney World, c'est pas tout à fait pareil, ils appellent ça le Indy Speedway, quelque chose comme ça, mais ça s'appelle le Autopia
à Disneyland en Californie. Ça se trouve aussi à Tomorrowland, donc ça représente le futur. Hein? Bon, l'autre version, c'est comme un peu NASCAR, mais c'était des véhicules à essence qu'il y avait sur ça. Et ben, Disney a pas tort en disant, ben, c'est pas très futuriste d'avoir des véhicules à essence, hein? Surtout que ça faisait que ça sentait le fuel partout dans le manège. Donc, ils ont décidé, pour se mettre au goût du jour, d'électrifier leur flotte de véhicules sur le manège Autopia. Comme quoi, c'est vraiment là-dessus qu'on s'en va, hein? Ben, oui, mais sauf qu'il était un petit peu temps, je te dirais, ben, là. Ben, c'est exactement ce que dit Bob Gurr, ok? Bob Gurr, c'est le monsieur qui a designé l'attraction dans les années 50, qui a 92 ans. Il a dit, débarrassez-vous de ces chars-là à essence, ça n'a pas de sens dans une place qui s'appelle Tomorrowland d'avoir des chars à essence. Ouais, mais en tout cas, au moins, ils ont compris le message et ils vont s'en aller vers l'électrification. C'est une bonne nouvelle, là. Et eux, c'est d'ici 2030 qu'ils promettent d'être 100% sans carbone, hein? Donc les véhicules électriques et tout, ils ont encore à se rattraper par rapport à Disney. Je dis ça comme ça. Fait que voilà, c'est ce qui met fin, en fait, à cet épisode de Gotchard pour cette semaine. On est heureux que vous soyez avec nous. Si vous avez des questions, on vous invite à nous les poser, bien sûr, sur la page Gotchard Podcast, sur nos pages Facebook personnelles ou par courriel à info@gotchard.com. Parce que oui, on a maintenant une adresse courriel avec notre nom de domaine, ce qui est une excellente nouvelle et une bonne nouveauté. Petit détail, pour le prochain épisode, il sera probablement beaucoup question de Toyota parce que je m'en vais au cours des prochains jours faire l'essai de 4 nouveaux véhicules Toyota, mais dont la nouvelle Toyota Camry, la Crown Signia, dont le Land Cruiser, peut-être je vais pouvoir en parler avant. Bref, il y a toutes sortes d'embargos, mais le prochain épisode, il en sera donc beaucoup question de Toyota. Si vous avez des questions précises à nous faire parvenir sur ces véhicules-là spécifiquement, c'est le temps de le faire. info@gotchard.com ou bien sûr Gotchard Podcast ou sur toutes les autres plateformes, incluant, on a une petite chaîne YouTube où vous pouvez écouter le podcast en audio et où il y a 2 ou 3 petites vidéos intéressantes qu'on espère qu'ils vont s'améliorer. Bien sûr, on vous invite aussi à nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify et autres Apple Podcasts de ce monde, à nous laisser des petites notes si vous en avez l'occasion, parce que ça nous aide à remonter, bien sûr, dans le classement. Alors, mon cher William, sur ces belles paroles, moi, je te souhaite une bonne semaine et on se reparle bientôt. À la prochaine! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.